Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, content de vous y retrouver. Depuis le vote fin octobre 2020 de la dernière résolution sur le Sahara marocain au Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 2548, plusieurs événements ont marqué ce dossier. Il y a eu d'abord l'opération des forces armées royales à Guelgalat pour dégager les milices du Polisario le 13 novembre dernier, puis la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara suite à l'entretien téléphonique du roi Mohamed VI avec l'ancien président Donald Trump le 10 décembre, et aussi la propagande d'Alger sur la reprise des hostilités dans la région. La résolution 2548 a prévu un point d'étape tous les 6 mois pour informer les membres du Conseil de sécurité sur les derniers développements ainsi que sur la situation dans la région. Cette réunion a eu lieu la semaine dernière à New York. On évoquera avec nos invités les manœuvres algériennes pour convaincre les membres du Conseil de sécurité du bien fondé de leur cause qui continuent de nier ou de défendre contre vent, marée et même bon sens. En seconde partie, et restant sur le même sujet, nous parlerons de cette rocambolesque affaire de l'hospitalisation du chef du Polisario en Espagne sous une fausse identité, sous nationalité algérienne et surtout avec la complicité sous-entendue des autorités espagnoles. Brahim Ghali, on le sait, est accusé par la justice espagnole de plusieurs chefs d'inculpation, crimes de guerre, séquestration et viol. Comment donc l'Espagne a-t-elle pu accepter pareille compromission alors même que l'Allemagne avait refusé? Avec nous pour débattre de ces deux questions, Hassan Saoud, vous êtes chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Bienvenue Hassan Saoud, merci d'avoir accepté notre invitation. Hassan. Bonjour, c'est Aziz. Bonjour à vous. Hassan Alaoui, vous êtes directeur et cofondateur du magazine Maroc Diplomatique et du site éponyme maroc-diplomatique.com, c'est bien ça. Bienvenue Hassan Alaoui. Merci Sidi, bonjour. Aziz Saïdi, vous êtes rédacteur en chef du site lesinfos.ma. Merci à vous encore d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Donc, la réunion dont je parlais du Conseil de sécurité n'était pas comme les autres, en cela que c'est la première fois qu'un membre permanent de ce Conseil, en l'occurrence la première puissance mondiale, les États-Unis, reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara. 6 mois après le vote de cette résolution par 13 voix et les abstentions de la Russie et de l'Afrique du Sud, où en est-on? On commence avec vous, Hassan Alaoui. Quels étaient les enjeux de ce brief du 21 avril et quelle était la teneur de la présentation faite par le chef de la MINURSO, Colin Stewart? Alors on a remarqué, nous sommes sur Skype, conditions et mesures sanitaires obligent. Il y aura peut-être des coupures, il y aura peut-être des choses. Bon, on va essayer, on va y aller comme ça. Allez-y, Hassan Alaoui. Merci beaucoup, Sidi Aziz. Alors, puisque vous citiez un petit peu les enjeux, moi je dirais que les enjeux ne changent pas. Nous sommes à la 46e année d'une crise, je dirais même d'un grave conflit territorial, un conflit de souveraineté nationale, d'intégrité territoriale du Royaume du Maroc qui est violé, d'un langage sur tout ça, immuable depuis les années 70 avec une rhétorique qui veut résister au temps et au monde sur la décolonisation, puis sur le mythe d'un peuple entre guillemets sahraoui, les pseudo-territoires occupés toujours, et rendez-vous compte, le Maroc occupant. Et bien entendu, avec tout cela, la soi-disant dilapidation par le Maroc des richesses qui sont spoliées par le même Maroc. Alors, les 15 membres du Conseil de sécurité au cours de cette dernière réunion ne savent pas toujours comment s'y prendre, parce que tout simplement, le problème il reste complexe, et rédiger un communiqué et le publier, un communiqué cohérent qu'on attendait tout, c'était extrêmement difficile, d'autant plus que les États-Unis sont aujourd'hui, depuis quelques mois, gouvernés par un nouveau président, grâce évidemment à une approche pragmatique, avec son ministre des Affaires étrangères, je veux dire le secrétaire d'État Blinken, ils sont en train de faire une approche réaliste. Et donc on a eu droit à un communiqué de 3 paragraphes, lequel communiqué reste, je veux dire, plonge ou reste marqué par une ambiguïté totale. Alors, les 15 membres, bien sûr, ne savent pas comment faire, mais voilà que les mêmes, évidemment, quand même, ont souligné, si vous voulez, l'esprit, si vous voulez, dans lequel doit se continuer un petit peu, doivent continuer les démarches à propos de ce conflit. Et c'est très clair, on le sait, en ce qui nous concerne, on sait qu'il faut mettre en évidence le rôle de l'Algérie et pas n'importe quel rôle, c'est un rôle de premier ordre puisque c'est elle qui agite le cocotier tout le temps. Le retour à la table ronde
avec le format, si vous voulez, les derniers formats qui avaient été organisés par l'envoyé spécial Hearst Kohler, et surtout un engagement de la communauté internationale pour aller au-devant de ce problème qui reste quand même le plus grave, je veux dire, depuis maintenant 46 ans. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu l'exposé, si vous voulez, je ne dirais pas l'envoyé spécial, ce n'est pas l'envoyé spécial, c'est le patron de la MINURSO, donc, qui a fait son exposé, qui a souligné quand même certaines violations par le Polisario. Un, de cessez-le-feu, deux, des agressions donc à Guerguerat, et ça continue, et notamment les menaces qui sont lancées par le Polisario à l'encontre du Maroc. Et tout ça, ce sont des éléments qui contribuent à nourrir une inquiétude au niveau des grandes puissances et des membres du Conseil de sécurité. En fait, il est revenu sur la réalité des choses, parce que si on en croit les gens du Polisario et les Algériens, leur agence officielle, la région serait à feu et à sang, si on les comprend. Ils sont à 150 communiqués de guerre. Donc Colin Stewart, finalement, a ramené les choses à leur réalité et dit au Conseil de sécurité ce qui se passe. Ouais. À rassurer, entre guillemets, et en même temps, avec un langage posé, il a quand même appelé, si vous voulez, à une activation du processus, si vous voulez, de règlement. Et le bénéfice de tout ça, c'est que Colin, qui est sur place, a quand même donné un aperçu réaliste, à la limite apaisant, si vous voulez, de la situation aux membres du Conseil de sécurité, malgré les agitations, si vous voulez, d'un Kenya qui, lui, souhaite faire revenir le dossier au niveau de l'Union africaine. Alors que le dossier, il est entre les mains des Nations Unies et il devra rester entre les mains des Nations Unies. Très bien. Très bien. Alors, oui, il a aussi indiqué et remercié les autorités marocaines d'avoir vacciné l'ensemble du personnel de la MINURSO, ce qui est quand même quelque chose d'assez important parce qu'en Afrique, on a vu un peu les résultats. Je crois que le Maroc est loin devant et donc il en a profité aussi pour vacciner les gens de la MINURSO 2 fois. Alors, Hassan Saoud, vous qui êtes un observateur attentique de ce qui se produit dans la région du Sahara marocain et dans la région un peu plus vaste, les Américains, vous le savez, ont soumis un projet de déclaration commune appelant à éviter l'escalade. Un projet qui n'a pas été voté. Alors comment on peut lire ça? Est-ce que ce serait un désaveu du Polisario? Eux, ils étaient plutôt, les Marocains, on en parlera tout à l'heure, n'étaient pas tout à fait satisfaits de ça. Comment vous lisez ce refus de déclaration commune appelant à éviter l'escalade? Et il faudrait d'abord, c'est Aziz, contextualiser cette réunion briefing décidée par une résolution, la 2458, comme vous en avez parlé. Elle est dans une configuration de huis clos, n'a pas fait l'objet ni de déclaration ni de résolution. Et évidemment, elle avait pour objet de redynamiser le processus politique, comme venait de dire Hassan, désigner évidemment le représentant spécial des Nations Unies, poste vacant depuis le départ du 4e représentant, et aussi faire un état des lieux. État des lieux qui a été corroboré par le rapport de Colin Stewart. L'état de guerre n'existe que dans l'imagination de ceux qui l'ont proclamé. Ça, c'est clair. La paix est dans cette région-là. Le Maroc a fait une opération de police pour garantir la liberté de circulation et d'approvisionnement vers des zones qui en ont besoin. Et les autorités onusiennes ont été avisées. On connaît l'attitude de la Russie. Il faut dire aussi que pourquoi la résolution américaine n'a pas été suivie. Les motifs invoqués sont une malinterprétation improductive, je cite. Et donc, ça n'a pas été suivi, mais ça n'a rien changé. C'est ça. Est-ce qu'il y avait un enjeu? C'est un simple point d'étape, un bilan d'étape semestriel. Il n'y avait pas d'enjeu, comme vous le dites. Absolument, c'est un bilan d'étape. On attendra la prochaine. Mais l'enjeu essentiel, c'est de désigner le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour essayer de redynamiser le processus politique en vue. Et sinon, je pense que c'est un désaveu
pour l'entité séparatiste et pour ceux qui les couvrent. Et j'en veux pour preuve, évidemment, toute la communication mensongère de l'Algérie et de Polisario à ce sujet-là. Le Kenya n'a pas eu gain de cause. La résolution 693 de Nouakchott a clairement 693. Ce dossier. La 693. Le dossier, le dossier reste entre les mains des Nations Unies et l'Union africaine ne serait là que comme facilitateur. Et donc, les choses sont claires et les thèses marocaines sont toujours là, valables. Et la proposition d'autonomie, qui n'a jamais été suivie d'autres propositions, reste la seule en termes de crédibilité, de sérieux et dans une posture de recherche de solutions durables à ce conflit. Très bien. Aziz Saïdi, quand on voit ce qui se passe au niveau de l'ONU, est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que les membres du Conseil de sécurité ont pris l'habitude de procrastiner, de laisser pourrir une situation qui pourrit depuis une cinquantaine d'années? Bon, nous, on fait les Marocains font ce qu'ils ont à faire en matière d'investissement, en matière de droit, en matière de... Enfin, en toute matière. Dernièrement, Michel Bachelet a loué le Maroc pour sa coopération en matière de droits de l'homme, en matière de tout ce qui doit être fait. Mais vous n'avez pas l'impression qu'au Conseil de sécurité, laissons pourrir et mettons la poussière sous le tapis et laissons faire les choses comme ça? Oui, indéniablement. On voit que c'est une question qui n'a que trop perduré. Ça fait des décennies qu'elle est sur la table des Nations Unies. Et on n'a pas l'impression que les grandes puissances ont changé, sauf justement les États-Unis qui, par leur reconnaissance de la marocanité du Sahara fin 2020, avaient créé justement une rupture. Maintenant, il est dommage quand même de constater que les États-Unis n'aient pas été aussi véhéments lors de cette réunion pour pouvoir justement faire passer leur texte ou au moins affirmer et essayer d'influer sur les autres membres pour pouvoir faire avancer le dossier. Bon, bien évidemment, on est face à une nouvelle administration. Il n'y a pas de retour sur la décision de reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara. Mais par contre, il faudra justement attendre que cette administration, ou peut-être même essayer de faire pression pour que cette administration prenne à bras le corps ce dossier et le fasse avancer notamment dans les travées des Nations Unies. Maintenant, bien évidemment, les autres puissances, on parle de la Chine ou de la Russie, il y a pour eux des enjeux stratégiques un peu différents. Ils essayent tout à fait, le Maroc a établi des relations assez fortes avec ces puissances, notamment à travers les visites de Sa Majesté le Roi. Maintenant, ils sont quand même dans une posture entre guillemets d'équilibre. Ils essaient de ménager le chou et la chèvre, de ménager quand même une Algérie qui est le véritable belligérant dans ce différend, qui est surtout en difficulté en ce moment. Donc voilà. Donc on a l'impression que on est toujours dans cette procrastination, comme vous l'avez si bien dit. On va rester au Conseil de sécurité, on va rester au niveau des membres du Conseil de sécurité, mais on va aussi élargir un peu la discussion pour aller vers les Espagnols et les Allemands, et les Français aussi. Comment vous voyez la réaction des Espagnols et des Allemands au sujet de cette affaire-là, et peut-être la non-réaction de la France au Conseil de sécurité, s'il y a une non-réaction? Alors, je ne peux pas préjuger aujourd'hui parce que le débat de toute façon était à huis clos, bien sûr, dans des conditions que vous savez, donc Covid et crise sanitaire, une précipitation que les conditions, comme dit Cheikh Hassan, qu'il faut contextualiser. Et donc nous sommes face à trois pays, l'Allemagne, l'Espagne et la France, dont les deux derniers sont quand même des anciens, si vous voulez, puissances coloniales au Sahara. N'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. Et donc, cette position, moi, je ne la comprends pas tout en la comprenant. Pourquoi? Parce que quand, dans l'élan de la décision du président américain Donald Trump, n'est-ce pas, bien sûr l'ancien président, qui a reconnu donc la marocanité du Sahara, on attendait, n'est-ce pas, dans la foulée, que certains pays européens, et surtout les proches, dont la France, l'Espagne, bien sûr, l'Allemagne c'est un peu loin, mais ce sont des pays donc qui sont à la tête de l'Europe, mais ils n'ont pas pris la décision et la résolution, si vous voulez, d'aller dans le sens de l'histoire. Reste prudent. C'est ça un petit peu.
n'est-ce pas? C'est Ouais. ça. On attendait d'eux qu'ils prennent position, qu'ils ouvrent la voie. Ils ne l'ont pas fait. Ce sont des positions réticentes, un peu frileuses. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais moi, je l'explique par, tout simplement, si vous voulez, une stratégie d'intérêt mercantiliste à la limite. Parce que c'est dans l'ordre des choses, tout ce qui se dit maintenant dans ces capitales et dans cette Europe, c'est que l'Algérie est dans une crise profonde. Elle va de plus en plus, je veux dire, dans un champ de ruines. Et ces pays, évidemment, qui se jouent un petit peu la paternité ou une certaine, j'allais dire, un certain jeu complice, ne veulent pas, évidemment, gêner aux entournures le gouvernement algérien. Et c'est pour ça que cette position sur le Sahara, moi, je n'attendrai jamais rien d'eux, en tout cas pas de sitôt. Voilà. Il faut toujours attendre des choses. Enfin, ça, c'est mon avis. Il nous reste encore une petite poignée de minutes pour cette première partie sur le Sahara au Conseil de sécurité. Je voudrais avoir votre avis, Hassan Saoud et Aziz Saïdi, sur cette affaire d'envoyé spécial. Alors, il y a eu la proposition de l'ancien Premier ministre roumain, Petre Roman, qui a été acceptée par le Maroc, refusée par l'Algérie. Je ne dis pas le Polisario, je dis l'Algérie parce que c'est elle qui refuse. Il y a eu la proposition de l'ancien chef de la diplomatie du Portugal, Luis Amado. Le Maroc a accepté, l'Algérie a refusé. Rapidement, Hassan Saoud, quelle est votre lecture? Est-ce qu'il y aura un envoyé spécial qui sera nommé un de ces jours pour reprendre ces fameuses tables rondes, ces reprises il y a? Et juste après vous, Aziz Saïdi. À ce rythme, l'obstruction algérienne, je ne vois pas, même si c'est nécessaire, cette obstruction, c'est un oiseau rare, l'envoyé spécial des Nations Unies. Et si les critères algériens sont toujours valables, je pense qu'on n'aura pas de sitôt. Donc, c'est une obstruction. Il botte en touche parce qu'il manque de visibilité sur la question. La communauté internationale les décrédibilise. Son statut d'observateur a été complètement émoussé par ces actes. Et donc, ils sont en perte de vitesse et en perte de crédibilité. C'est pour cela qu'ils votent en touche. Merci Hassan Saoud. Aziz Saïdi, vous pensez quoi de cette question d'envoyé spécial, de non-nomination d'envoyé spécial? Je pense surtout que depuis les fameux rounds de négociations sous Horst-Köhler, la situation a tellement changé que l'Algérie n'a pas encore de nouvelles positions. Et que tant qu'elle n'a pas encore revu ses cartes, elle joue la carte du temps en refusant ses envoyés. Enfin, c'est un avis personnel. Et en même temps, on a toujours su qu'il y avait des frictions par rapport à la nomination de l'émissaire ou de l'envoyé spécial au Sahara, de part à chaque fois on reprochait des accointances avec tel ou tel parti. Donc c'est une manière de procrastiner encore une fois. Très bien. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie et cette affaire particulièrement rocambolesque de Brahim Ghali, hospitalisé en Espagne. A tout de suite. Nous sommes de retour et on y va pour l'axe 2 de ce débrief consacré donc à cette question, cette aventure de Brahim Ghali, hospitalisé inexplicablement en Espagne sous une fausse identité avec nationalité algérienne. Alors l'acte en lui-même est une signature on ne peut plus claire d'Alger sur son indiscutable implication dans ce conflit dont tout le monde pourrait vraiment se passer. Et il est aussi une démonstration de l'opacité du rôle de l'Espagne dans ce même conflit, sachant que la justice espagnole accuse et recherche Brahim Ghali pour crimes de guerre, violation des droits de l'homme aussi graves que répétés. Le problème qui se pose, Aziz Saïdi, c'est que maintenant ce n'est même plus une affaire de diplomatie, c'est une affaire de justice, c'est une affaire judiciaire. Ce monsieur, cet homme, est recherché par la justice espagnole, qu'on sait être indépendante, qui se dit être indépendante. Alors, vous pensez maintenant que c'est su? Ça y est, tout le monde le sait, il y a des caméras, il y a des journalistes, il y a un peu partout. Quand Brahim Ghali quittera son hôpital, sa chambre où il est soigné, est-ce que vous pensez que la justice espagnole l'interpellera? Oui, je disais, oui, tout à fait. Moi, je pense que
la justice espagnole est tout à fait indépendante et qu'il serait logique que si Brahim Ghali sortait de l'hôpital, il serait appréhendé pour être jugé, vu qu'il y a des plaintes pour des choses qui sont pas des moindres, et notamment enfin, viol, séquestration, crimes contre l'humanité. Donc c'est pas des choses avec lesquelles on badine. Je pense que maintenant, bon, bien évidemment, il y avait un deal au plus haut sommet de l'État entre l'Algérie et l'Espagne. C'est pour ça d'ailleurs que Brahim Ghali a est entré en Espagne sous une fausse identité algérienne, ce qui n'est pas rien, et que maintenant c'est un beau coup, puisque c'était bruité, que c'était vanté, et que maintenant la justice espagnole ne peut pas fermer les yeux. Maintenant, à mon sens, si encore plus, enfin, au-delà de la justice, il y a aussi le coût que pourrait en payer le gouvernement lui-même. Parce que déjà il est dans l'embarras avec ces situations éventées, mais s'il arrivait que le gouvernement espagnol cherchait encore une fois à risquer et à faire sortir Brahim Ghali sans qu'il réponde à la justice espagnole, je pense que le coût politique serait encore plus grand. D'accord. On reviendra avec vous sur cette question, Aziz Saïdi, si vous voulez bien. Hassan Saoud. Alors, l'ambassadeur d'Espagne à Rabat a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, où il a été reçu pas par le ministre, mais par le directeur général, et on lui a posé les questions suivantes. Alors, pourquoi le dénommé Brahim Ghali a été admis en Espagne en catimini avec un faux passeport? Pourquoi l'Espagne a jugé utile de ne pas en aviser le Maroc? Pourquoi a-t-elle opté pour son admission sous une fausse identité? Et pourquoi la justice espagnole n'a pas encore réagi aux nombreuses plaintes déposées par les victimes? Jeu de devinette, Hassan Saoud, qu'est-ce qu'il a pu répondre l'ambassadeur à des questions aussi claires et précises et directes que celle-ci? Auparavant, si vous me permettez, Oui. il faut parler du factuel. Deux États au plus haut sommet, mais pour moi, c'est l'institution militaire qui a tout confectionné. Donc voilà un État faussaire, bricoleur, parce que c'est du bricolage, digne de caporaux, pas de généraux, qui a fait du faux pour faire admettre un criminel de guerre présumé et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt espagnol de la part de l'audience nationale et donc un mandat d'arrêt européen. Et voilà un autre État en face qui est complice de recel de malfaiteurs pour des questions humanitaires, comme si le droit des victimes n'est pas un droit humanitaire. Voilà une interprétation à deux vitesses du droit humanitaire. Bon, c'est indigne d'un État. Maintenant, l'Espagne, qui est un État démocratique, on se demande pourquoi il y a cette suprématie du politique sur le judiciaire. C'est inadmissible et le droit des victimes est universellement constaté. Ce n'est pas inadmissible, c'est pas uniquement inadmissible, c'est grave. C'est grave, oui. On est censé avoir une séparation des pouvoirs et quand on a le pouvoir exécutif qui transcende le pouvoir judiciaire, là il y a un problème. Surtout quand il y a des crimes de guerre. Absolument, parce que ce criminel présumé est censé être dans une maison d'arrêt à la disposition d'un juge d'instruction pour l'entendre et entendre les victimes. Maintenant, sur la devinette que vous avez posée. Vous savez, je me rappelle, De Villepin nous disait à un ambassadeur, on ne lui demande pas d'être très compétent, on lui demande tout simplement d'être poli. Eh bien, je dirais que l'ambassadeur ne fera que répéter les propos et poliment de son ministère des Affaires étrangères, invoquant ce qu'elle avait invoqué. Ça ne prend pas, mais évidemment, la diplomatie étant ce qu'elle est, les motifs invoqués sont irrecevables et ne peuvent pas être admis ni par la société civile, ni par les institutions internationales, et en plus par la justice excusez-moi, Hassan Saoud, excusez-moi. La ministre des Affaires étrangères a invoqué l'humanitaire. Très bien, l'humanitaire n'empêche pas le judiciaire. Oui. Donc c'est la première. Si on veut faire de l'humanitaire et soigner quelqu'un, bon, à la limite. Mais après, il y a le judiciaire. Donc ce n'est pas une explication définitive qui s'allonge, qui est dans le temps. C'est une explication qui va s'arrêter à la sortie de l'hôpital.
c'est un état de droit où la justice doit suivre son cours. Incontestablement, attendons de voir, mais pour nous, la vigilance et la sérénité doivent être de mise. Très bien. Hassan Alaoui, je voudrais revenir avec vous sur les relations de l'Espagne, donc avec le Maroc. Est-ce qu'on peut considérer que les Espagnols, en ayant entrepris cet acte, aient voulu quelque part exercer une pression sur le Maroc? Vous savez que bon, il y a des tensions actuellement diplomatiques, juridiques, et aussi au niveau des deux enclaves, des deux présides de Ceuta et de Melilla, que le Maroc a décidé il y a quelques mois, 1-2 ans à peu près, de bloquer toute contrebande. Et les villes de Ceuta et Melilla sont dans une situation économique difficile, à la limite, ce qui les regarde, c'est une question de politique interne, et au Maroc aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que cette réaction a été pensée, a été autorisée par Madrid pour exercer une pression sur le Maroc au sujet-là? Oui, bien évidemment. Entre autres. C'est une hypothèse de travail, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les problèmes, je veux dire, de pression de l'immigration. Il y a ce qui se passe, dont on ne parle pas beaucoup peut-être, c'est la fameuse île qui contient de métaux précieux dans l'entourage, je veux dire. Et puis il y a la Méditerranée, où le Maroc est en train de prendre une très forte position. Vous savez, il y a un rapport confidentiel qui a été rendu, enfin qui a échappé à ses rédacteurs avant-hier, mardi je crois, de la Commission européenne, où il y a toute une redéfinition, si vous voulez, de la politique migratoire de l'Europe en prenant appui sur le Maroc. Évidemment, ça ne plaît pas au gouvernement espagnol. Le Maroc a demandé à peu près 4 milliards, si vous voulez, d'euros, alors qu'il ne recevait que pas 1 milliard, et sont pour 450 millions d'euros, alors que la Turquie en reçoit 6 milliards. Et tout ça, si vous voulez, ça rentre en jeu, évidemment, mais il y a surtout, je peux vous assurer, c'est le rapprochement, j'allais dire entre guillemets, économique et les perspectives un petit peu époustouflantes de ce que les Espagnols rêvent d'avoir par rapport à l'Algérie, n'est-ce pas, quand celle-ci aura réglé ses problèmes internes et aura retrouvé sa stabilité. C'est à long terme, et comme je vous disais tout à l'heure, la relation, elle est incestueuse entre un pouvoir socialiste et l'Algérie. Donc c'est très grave. Donc il y a un équilibre, le risque de rupture d'un équilibre dans cette région de l'Afrique du Nord avec le Maroc. Et ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas admissible. Et le Maroc a raison. De toute manière, le Maroc ne va pas rester les mains croisées, comme disait Cheikh Aziz tout à l'heure. Il va falloir attendre que le chef du Polisario, s'il revient, parce qu'il est de plus en plus question que le gouvernement algérien veut se débarrasser du leader du Polisario et cherche déjà à le remplacer, n'est-ce pas? Et donc, tout ça, ce sont un faisceau d'hypothèses qu'on ne peut pas aujourd'hui aborder sans prudence. Et le problème, c'est que l'Espagne ne se réjouit peut-être pas officiellement de cette histoire du chef du Polisario, n'est-ce pas? Mais en même temps, elle est là parce qu'elle cherche un petit peu des contre-feux à la politique, si vous voulez, d'ouverture du Maroc, qui ces derniers temps, évidemment, a marqué des coups, ne serait-ce que vis-à-vis, si vous voulez, des États-Unis, ne serait-ce que vis-à-vis d'Israël, il y a un rétablissement de tout ça. Ça a créé pas un déséquilibre, mais une sorte de fébrilité. C'est une redistribution des cartes. Et le Maroc gêne. Le Maroc, c'est une puissance régionale maintenant, qui est absolument, qui comme deux chiens de faïence, se regardent avec l'Espagne. Voilà. On va quand même pas sanctionner un pays parce qu'il essaie de se développer. C'est vrai que le port de Nador West-Med qui est aux portes de Melilla dérange beaucoup les autorités de Melilla. On verra, l'histoire nous dira. Les quelques semaines à venir, nous irons ce qui va se passer. Aziz Saïdi, je voudrais revenir avec vous sur cette question judiciaire. Alors, il y a d'après ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai lu, un article dans le
dans le corpus juridique espagnol qui donne autorisation aux Espagnols de poursuivre en justice leurs dirigeants s'ils les empêchent d'avoir et de recevoir, d'être reconnus dans leurs droits et de punir et de sanctionner leurs tourmenteurs. Bon, en gros, on va dire ça comme ça. Théoriquement, et pour faire simple, si Brahim Rali n'est pas interpellé à sa sortie de l'hôpital, ses victimes pourraient se retourner contre le ministre de la Justice, voire le chef du gouvernement, le chef de l'exécutif espagnol. Mais il n'y a pas que ça. Je voudrais donc vous poser la question sur ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être fait, que ça pourrait être donc enclenché? Mais il y a aussi le fait que, je crois que c'était Hassan Saoud qui en parlait tout à l'heure, qu'il y a la justice européenne aussi qui peut être, qui est concernée. Comment expliquer ça? Comment expliquer que ce monsieur puisse revenir? Hassan Alaoui, rapidement, Hassan Alaoui est revenu sur une idée des généraux qui veulent se débarrasser, qui voudraient se débarrasser des généraux algériens, qui voudraient se débarrasser de Brahim Rali. On en viendra tout à l'heure, mais uniquement sur cet aspect judiciaire. Comment Brahim Rali pourrait sortir donc des griffes de la justice espagnole et européenne? Comment vous voyez les choses? Et est-ce qu'il y aurait des poursuites après contre le gouvernement espagnol, éventuellement? Sincèrement, bon, on le dit, on le redit, l'Espagne est un État de droit qui a quand même une prééminence de la justice sur le politique, du judiciaire sur le politique. Et je vois vraiment très très mal le gouvernement et l'exécutif espagnol jouer avec le feu. Ils l'ont fait déjà en acceptant de faire rentrer Brahim Rali sur le territoire espagnol sous une fausse identité. D'ailleurs, s'ils l'ont fait sous une fausse identité, c'est qu'ils voulaient s'éviter ces tracas, justement, et de pouvoir répondre Donc il y a une complicité. À la justice. On n'est pas des juristes, mais il y a une forme de complicité de l'exécutif espagnol. Indéniablement. Non, je pense qu'ils voulaient justement éviter ces tracas. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas dire non à la justice si elle demande d'avoir M. Brahim Rali. Et justement, c'est pour ça qu'ils ont essayé de frauder ou de resquiller en le faisant entrer sous une fausse identité. Je ne pense pas qu'ils puissent aller plus loin pour protéger Brahim Rali, d'autant plus que je rejoins si Hassan, et je pense que la carte Brahim Rali est désormais grillée. On parle déjà on parle déjà de ça par rapport à son état de santé, bien évidemment, qui n'est pas tout rose, mais aussi par rapport à ce qui commence à filtrer des tractations en cours pour un nouveau chef du Polisario. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu quelques statuts qui ont été partagés par un ancien dirigeant du Polisario qui est Moustapha Selma, qui est en Mauritanie actuellement, et qui lui, justement, est parti plus loin Exactement, et qui lui est parti plus loin dans ses supputations en parlant de justement, que le jeu était ouvert pour pouvoir voir qui serait le prochain chef du Polisario. Il dit que, la course n'a jamais été aussi ouverte et que justement ça s'impose d'autant plus avec l'actualité de Brahim Rali qui est hospitalisé en Espagne. Maintenant, on le sait, le Polisario ne décide pas seul ou ne décide pas du tout, c'est l'Algérie qui décide, c'est les généraux algériens qui décident pour eux, et il faudra voir à qui les Algériens mettront en avant. Pour revenir à la question de Brahim Rali, sincèrement, je vois très mal le gouvernement espagnol refuser d'obtempérer à la justice parce que le coût en politique serait déjà énorme, et comme vous l'avez dit aussi, il peut être poursuivi par les victimes, parce que n'oublions pas que pourquoi la justice espagnole veut appréhender Brahim Rali, c'est parce que les victimes ont une nationalité espagnole et le présumé coupable Brahim Rali est sur le territoire espagnol sous juridiction espagnole. Donc, à mon sens, je vois mal l'exécutif ne pas obtempérer, et si Brahim Rali, bien évidemment, on ne suppute pas sur l'état de santé de Brahim Rali, si M. Brahim Rali sort de l'hôpital, je pense qu'il sera appréhendé et que l'exécutif espagnol ne jouera pas avec le feu. On sent aussi un silence quand même des autres pays européens. Théoriquement, ils devraient être aussi concernés. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Saoud ? Au niveau de la justice, au niveau donc de l'interpellation éventuelle de Brahim Rali une fois qu'il sera sorti de son hôpital. Je pense que normalement, la justice doit suivre son cours. Mais permettez-moi d'abord de vous dire que dans les habitudes diplomatiques, le
le minimum syndical serait que l'Espagne avise un pays voisin. Mais vous savez, comme on dit, la géographie est têtue et on ne choisit pas son voisin. Nous avons des coopérations extraordinaires abouties avec ce pays, mais nos relations ont toujours été émaillées par des spasmes diplomatiques un peu sporadiques. On arrive à les maîtriser. En tout état de cause, ce malfaiteur objet d'un mandat d'arrêt représente réellement un fardeau pour l'Algérie. Et je pense que déjà dans les camps, il y a déjà une lutte pour la succession et je présume que dans les tiroirs des généraux algériens, il y a déjà des candidats parce que ce qu'on a fait avec lui est à double tranchant. Ou un débarras, ou en tout état de cause, je ne pense pas qu'il puisse revenir à la tête de ce mouvement séparatiste tant qu'il est un grand fardeau pour l'Algérie et pour l'Espagne. Mais on reste sur ce sujet des généraux algériens. Quand on parle des généraux algériens, c'est une nébuleuse qui est plutôt obscure, qui est très opaque. On ne sait pas trop qui fait quoi, surtout en ce moment. Il y a une crise sociale, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique. Est-ce que cette affaire de Brahim Ghali ne serait pas tout simplement un prolongement des dissensions qu'il y a à la tête de l'Algérie ? Qui défend qui veut Brahim Ghali, qui ne veut pas Brahim Ghali? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se tirer dessus au niveau supérieur algérien? Parce que bon, pour l'Algérie, on leur souhaite de sortir quand même de la crise sanitaire économique. Écoutez, l'institution militaire algérienne est une institution qui est assez divisée. Et vous avez constaté avec moi le retour des oligarques et des cadres anciens, parce qu'ils ont laissé des traces dans les systèmes d'intelligence qu'ils avaient commandés. Je pense que l'institution militaire est le vrai État en Algérie. C'est l'État dans l'État et c'est l'État le plus prépondérant. Donc tout ce qui se fait ne se fait que par ça. Il faut savoir que cette armée n'est pas dans une posture réunie. Il y a des dissensions internes, il y a des intérêts et il y a surtout cette institution qui, au lieu de faire sa profession de défense de l'Algérie, fait de la politique et du commerce. Nous avons des messieurs Simon, des messieurs Grand Marché, des messieurs... Et les généraux sont tous dans l'économie algérienne. Et donc, ils ne peuvent pas faire les deux. Vous l'avez dit Hassan Alaoui tout à l'heure, on a encore 1 minute et demie. Je voudrais revenir parce que c'est vous qui avez évoqué ce sujet en premier sur les généraux. Comment vous voyez cette chose? Est-ce que vous voyez véritablement qu'il pourrait y avoir des tensions entre les généraux? Donc ça va jusqu'à Tindouf, ou alors l'homme est fini, Brahim Ghali, il faut le changer. Comment vous voyez les choses au niveau algérien, au niveau militaire algérien? Vous avez 1 minute. Écoutez, il reste 1 minute. Oui, bien sûr, rapidement. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui des dissensions entre généraux, parce que de toute manière, l'homme de poigne aujourd'hui, malgré son âge et tout, c'est Saïd Ben Chengriha, pardon. Et lui, évidemment, depuis le décès mystérieux de l'ancien chef d'état-major, n'est-ce pas, qui est mort mystérieusement, il n'y a plus, si vous voulez, il n'y a plus de dissension apparente. Donc il y a un ordre incarné par Chengriha et tout simplement qui est marqué au sceau d'une hostilité jamais connue par rapport au Maroc. Et donc eux, évidemment, c'est la continuité, si vous voulez, de la notion de pouvoir et de la manipulation. Et l'histoire du leader du Polisario, c'est quand même, ça va laisser un petit peu des traces et ça va pousser à nous interroger sur ce qu'il va devenir après sa sortie de l'hôpital, si tant est qu'il en sorte. Évidemment, avant de l'envoyer en Espagne, ils ont réfléchi, aussi bien du côté espagnol que du côté algérien, des conséquences de ce voyage. Et surtout, de ce qu'il va devenir si jamais il est guéri. Parce que même s'il est guéri, il sera toujours malade. Quitter la place. Et donc,
ce qu'il va devenir tout de suite après, si la justice le garde ou ne le garde pas, là n'est pas le problème. Le problème, c'est la succession qui est en train de se faire. Et ce sont les généraux qui décident encore aussi bien vis-à-vis du Hirak. Alors, on va souhaiter un prompt rétablissement aux relations maroco-espagnoles qui sont un petit peu souffrantes en ce moment et que ça passe rapidement. Je vous remercie Hassan Saoud, Hassan Alaoui, Aziz Saïdi d'avoir été avec nous à ce débrief. Et je souhaite donc une bonne fin de Ramadan à tout le monde, à nos téléspectatrices, téléspectateurs. Restez sur Medi 1, l'information continue. Merci à vous.